à l'Hôtel de Ville de Paris pour suivre le forum Zéro Carbone, une journée de conférences pour comprendre comment les villes font face au changement climatique et surtout comment elles relèvent le défi d'une transition écologique qui s'accélère. Tout de suite, on va parler sobriété énergétique, un mot qui s'est immiscé dans notre quotidien depuis quelques mois et qui est brûlant d'actualité à l'heure où les coupures d'électricité sont de plus en plus redoutées, alors que notre parc nucléaire est affaibli et que la crise gazière sévit, exacerbée par la guerre en Ukraine. Mais la sobriété énergétique, c'est aussi une question de long terme qui doit se penser structurellement pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone. Alors comment les villes s'en sont emparées? Qu'est-ce qui relève vraiment de la sobriété? Quels leviers sont aux mains des villes? Comment concilier sobriété et continuité de services? Bref, à quoi ressemble une sobriété juste et efficace? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille Anne Bringot. Vous êtes coordinatrice des programmes au réseau Action Climat qui fédère les ONG de lutte contre les effets et les causes du changement climatique, et Aurélie Kosman, conseillère à la ville de Strasbourg et à l'Eurométropole de Strasbourg en charge de l'exemplarité de la transition écologique. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui depuis la grande tribune du climat. Anne, avant de débattre de ce qu'est une sobriété juste et efficace, est-ce qu'on peut revenir simplement sur la sobriété? Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa définition? De quoi on parle finalement? Oui, la sobriété, c'est un terme qui est rentré dans le dernier rapport du GIEC. Donc maintenant, on a une définition qui est un petit peu plus officielle. Et je vais vous la lire pour être sûr de ne pas me tromper. C'est un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être de tous dans les limites de la planète. Donc on voit bien que cette sobriété, si elle est rentrée dans le rapport du GIEC, c'est qu'avec le changement climatique, qui est causé par les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos modes de production et de consommation, on est en train en fait de détruire complètement notre environnement, notre cadre de vie, principalement en plus dans des pays qui n'ont pas causé ces émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres impacts évidemment sur la biodiversité, on est en pleine COP15, donc on voit bien aussi que ces modes de consommation et de production, ils ne sont absolument pas durables, et on parle bien des modes de production et de consommation de certains, puisqu'évidemment les personnes les plus pauvres, elles émettent très peu de gaz à effet de serre et elles ont peu d'impact sur l'environnement. Donc la sobriété, c'est quoi? C'est réduire ses consommations de manière volontaire, tout en ayant un mode de vie qui reste tout à fait agréable. Et en fait, effectivement, ce n'est pas que l'énergie. On parle beaucoup d'énergie et la sobriété a été un peu rendue plus connue avec la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie. Mais la sobriété, c'est sur l'ensemble de nos consommations. Par exemple, en France, on consomme 40 pièces de textiles neuves par an par personne, 40 vêtements ou chaussures. Ce n'est clairement pas un besoin d'avoir 40 pièces de textile neuves par an. Ça crée des problèmes sur l'environnement à la production. Ça crée beaucoup de déchets ensuite qu'on envoie en Afrique et qui crée des pollutions là-bas. Donc on voit bien qu'il faut changer les choses. De la même manière, sur l'alimentation, réduire la consommation de viande, c'est important parce qu'en fait, les ruminants, les vaches, les moutons, avec les rots, ils émettent du méthane. Ce méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre. Et donc, ce qui est important, c'est de mieux équilibrer son alimentation, manger moins de viande, mais plus de protéines végétales. En plus, c'est meilleur pour la santé. Et puis, quand on mange de la viande, c'est manger une viande locale de qualité. Donc, la sobriété, c'est le moins et mieux. Et surtout, évidemment, pour ceux qui surconsomment. Merci. Et ce que je retiens de votre explication, c'est qu'il y a aussi cette notion de changement de mode de consommation, de changement de mode de production. Si on revient sur la sobriété énergétique, c'est pas simplement s'équiper d'une machine plus performante. Ça implique un changement de logiciel quelque part. Exactement. C'est un peu la différence entre la sobriété et ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Très concrètement, la sobriété, c'est je suis chez moi et je me chauffe à 19 degrés au lieu de 21 degrés. Je suis sobre, mais j'ai un logement chauffé et j'ai simplement baissé ma consommation directement. C'est ce qui est le plus rapide et c'est pour ça qu'on utilise ces leviers pour cet hiver. C'est aussi rouler à 110 km/h au lieu de 120. On économise 20% du carburant. Quand on baisse son chauffage d'1 degré, c'est 7% de baisse sur sa consommation d'énergie, donc c'est vraiment efficace. L'efficacité énergétique, c'est j'isole mon logement. Donc je ne change pas forcément ma température. Par contre, je vais baisser ma facture parce que mon logement il est mieux
isolé et donc j'ai moins de déperdition. Merci pour ces exemples et ces précisions. Aurélie, l'Eurométropole de Strasbourg, comme de nombreuses métropoles et communautés de communes, a mis en place, s'est doté d'un plan de sobriété à l'automne. Vous, c'est 11 mesures pour faire baisser de 10% la consommation énergétique de l'Eurométropole en 2023. C'est ça le plan. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner les exemples des mesures phares de ce plan? Très bien. Alors, donc, comme vous l'avez rappelé, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg se sont dotés d'un plan de sobriété depuis maintenant 2 mois. Et dans ce plan de sobriété, on a quelques axes principaux. Je vais vous en présenter un premier qui est extrêmement important, qui concerne le chauffage. Alors, pourquoi le chauffage? Il faut quand même rappeler que chauffer les bâtiments, en fait, ça a un coût énergétique extrêmement important pour les collectivités territoriales et d'une manière générale. Et c'est aussi responsable, et ça on l'a peut-être moins dit les dernières semaines, d'émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion de ce qu'on chauffe. Et finalement, c'est inscrit comme un axe majeur dans le bilan carbone, souvent des collectivités territoriales. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit la température dans les bâtiments administratifs et dans les équipements sportifs, donc 19 degrés pour les bâtiments administratifs. Ensuite, on a retardé le démarrage de la mise en chauffe des bâtiments, donc début novembre. Alors cette année, c'est vrai qu'on a eu une météo plutôt clémente, il faut quand même le rappeler. Ce qui me semble très important à dire sur ces modifications d'usage, c'est que on a impliqué au maximum les agents de la collectivité, donc à travers un forum, des réunions régulières, des points hebdomadaires en comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, le CHSCT. On a également créé un guide des éco-gestes à destination des agentes et des agents de la collectivité, des écoles, des associations. Et concrètement, on a eu un résultat, un premier résultat qui est à relativiser, on pourra en reparler dans plusieurs mois. Mais premier résultat, donc quand on compare le mois d'octobre, la facture du mois d'octobre 2022 par rapport à 2021, on a moins 70% de consommation de gaz. Néanmoins, une augmentation de facture énergétique de 300 000 €. La consommation baisse, le prix, malheureusement, la facture, non, en raison de cette envolée des prix sur les marchés. Absolument. D'accord. Donc une baisse significative de moins 70%, c'est ça? Alors moins 70% sur le gaz, donc plutôt pour la chaleur. Mais il faut quand même ajouter à cela qu'on constate donc entre octobre 2021 et septembre-octobre 2022, cette année, on a sur l'électricité, cette fois-ci, on a constaté une baisse de 250 000 €. Donc on voit quand même la distinction entre les marchés d'électricité et les marchés de gaz, qui sont très fluctuants dans leur prix. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, mais ça donne quand même une idée de ce à quoi pourrait ressembler l'hiver, puisque là, s'il fait froid en janvier-février, ça risque de changer pas mal. Donc ça, c'est un premier point sur le chauffage qui est extrêmement central. Il y a eu des mesures aussi sur l'éclairage, notamment. Vous allez sans doute expérimenter des extinctions, j'ai cru comprendre, sur l'éclairage. Il y a aussi la question des illuminations de Noël qui n'est pas anodine sur le territoire de Strasbourg et de sa métropole, qui fait l'attractivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les mesures qui ont été prises sur ces leviers-là? Absolument. Alors sur l'éclairage, peut-être quand même rappeler que proportionnellement, l'éclairage ne constitue pas ce qui est le plus cher. C'est pour ça que j'ai commencé par le chauffage. Ça, c'est un premier point qui est extrêmement important à rappeler. Néanmoins, il y a une attente très forte et grandissante des gens, de la population, pour que ce qui est visible, donc l'éclairage dans l'espace public, puisse être mieux maîtrisé. Donc ce qu'on a fait, premier point, c'est qu'on est vraiment rentré dans une phase de pédagogie, mais aussi de contrôle en matière d'extinction des enseignes lumineuses, donc les commerces. Donc à travers différents dispositifs et réseaux d'entreprises qu'on a à l'Eurométropole de Strasbourg, information, mais aussi un travail des agents de la collectivité pour identifier les contrevenants à l'éclairage des commerces. Ça, c'est un premier point. Vous savez qu'à Strasbourg, on a un marché de Noël assez important et connu. Donc là, pareil, on a essayé d'agir en réduisant de 20% les installations lumineuses.
Mais aussi, on a arrêté un peu plus tôt dans la soirée l'éclairage et on arrêtera définitivement début janvier, au lieu que ça dure plusieurs semaines. Sur l'éclairage public, alors, on est en discussion parce que c'est un sujet extrêmement compliqué qui, en fait, a beaucoup de biais. Et on est plutôt parti sur une réflexion autour d'un accompagnement avec un bureau d'études qui travaille sur la vie nocturne. Donc en mettant vraiment en lumière, c'est le cas de le dire, plusieurs sujets qui sont les questions de genre et de ville, voilà, la sécurité, le sentiment de sécurité. Il y a des villes qui ont fait des travaux très intéressants là-dessus, mais aussi les questions de biodiversité, de trames noires. Aussi la question de la vie nocturne dans les villes et les agglomérations, et finalement les questions de sécurité d'une manière générale. Donc on va croiser en fait toutes ces données pour réfléchir à comment on pourrait expérimenter de l'extinction comme ça se fait dans d'autres villes. Merci Aurélie. Anne, est-ce que vous avez, est-ce que vous jugez ces mesures efficaces? Est-ce qu'elles sont pertinentes à vos yeux? Alors on voit qu'effectivement les collectivités se sont beaucoup mobilisées parce que s'il y a un bouclier tarifaire pour les particuliers qui ont une facture d'énergie qui a pas forcément beaucoup augmenté, ça dépend quand même des personnes. Alors ça va augmenter quand même de 15% le gaz et l'électricité en 2023. Ça peut paraître peu par rapport au prix de ces énergies sur les marchés, mais ça reste quand même énorme pour les gens qui ont du mal à se chauffer. Donc voilà, ces mesures, du coup, elles ont été efficaces effectivement au niveau des collectivités. On voit que certaines collectivités ont été plus touchées que d'autres, celles qui avaient engagé une transition énergétique avant, en fait, qui avaient isolé de manière performante les bâtiments publics, qui avaient développé beaucoup les énergies renouvelables. Elles ont été moins touchées que celles qui effectivement étaient un peu moins avancées. Donc on voit qu'effectivement ça accélère ce tempo. Alors maintenant, il ne faut pas confondre sobriété et privation. C'est-à-dire que quand on ferme une piscine, quand on ferme une université parce que les factures sont trop élevées, ce n'est pas de la sobriété. Et là, c'est de la privation. La sobriété, c'est je baisse volontairement ma consommation d'énergie dans une démarche qui est une démarche de long terme parce que c'est nécessaire effectivement d'économiser l'énergie. La meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Mais il faut vraiment effectivement l'anticiper et le faire et ne pas... Là, on est au pied du mur à cause d'une crise énergétique très, très spécifique. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de ménages en précarité énergétique et donc on a ce discours effectivement sur les économies d'énergie qui est très important. Mais quand on dit aux gens de se chauffer à 19 degrés, certains, ils aimeraient bien se chauffer à 19 degrés, mais ils n'ont pas les moyens. Il y a 12 millions de Français. Déjà cette sobriété. Ils subissent déjà cette privation, puisque là, je ne vais pas l'appeler sobriété. On parle de privation. Exactement, ils sont en privation de chauffage. Donc, si on met en place une politique de sobriété nécessaire pour les personnes qui consomment plus, il faut absolument marcher sur deux pieds. L'autre pied, c'est j'aide les ménages, les entreprises ou les collectivités qui ont des difficultés financières pour pouvoir quand même accéder à ce minimum de besoin de se déplacer, se chauffer. Il faut vraiment faire les deux, sinon ça ne marchera pas. Et il faut aussi une exemplarité des acteurs qui consomment beaucoup. On parle beaucoup des entreprises qui gardent des bureaux allumés toute la nuit. C'est clair que ce type de comportement, eh bien, ça crée une tension dans la société. Les gens sont prêts à se chauffer à 19 degrés, à faire attention à la lumière, mais il faut que tout le monde fasse attention, sinon effectivement ça paraît injuste. Et effectivement Aurélie, peut-être une réaction sur ces points. D'abord, conciliation de sobriété et de continuité de service. Alors la fermeture par exemple de l'université de Strasbourg, ça relève pas des compétences forcément de l'Eurométropole, mais peut-être une réaction en tant qu'élu. Est-ce que ça vous a semblé juste ou compréhensible cette décision? Et puis après je vous ferai réagir effectivement sur ces questions d'exemplarité qui effectivement je pense sont très intéressantes. Alors par rapport à ce qui vient d'être dit, moi j'appuie complètement le propos. Je voulais quand même rappeler, juste avant de répondre sur l'université, à Strasbourg, comme dans beaucoup de villes, on a aujourd'hui, les derniers chiffres datent de 2021, 26% de pauvreté. Ça veut dire qu'on a quand même un nombre assez conséquent de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc à partir de là, et je voulais quand même un moment le dire dans le débat,
la sobriété, dans le discours, il faut être extrêmement vigilant parce que ça peut être vraiment perçu très très mal, puisqu'il y a des gens effectivement qui sont déjà dans des situations énergétiques très compliquées depuis longtemps. Et d'ailleurs, la précarité énergétique, c'est un sujet qui est traité depuis un moment par certaines structures et organismes. Dans cette continuité de service public, j'aimerais juste ajouter un mot. Nous, on a quand même opté pour quelques mesures qui permettent de cette fois-ci s'adresser à l'extérieur, donc aux habitants, aux riverains, aux citoyens de la ville, qui sont le maintien d'une tarification solidaire dans les transports en commun, mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'élargissement du bouclier tarifaire pour les usagers des réseaux de chaleur, ça paraissait important de le rappeler, et aussi des aides aux ménages en plus du chèque énergie de l'État. Et l'accompagnement pour la mise en place de la zone à faible émission qui sera effective au 1er janvier à Strasbourg et dans l'Eurométropole. Évidemment, tout cela dans un travail sur le plan de continuité de travail si on se retrouve dans une situation de délestage. Ça me paraissait quand même important de rappeler en fait l'ensemble de ces mesures d'accompagnement qui visent vraiment à parler au plus grand nombre et à montrer aussi un signal de solidarité vis-à-vis de la population. Sur la question de l'université et de la fermeture qui a été décidée, qui a eu un écho national, effectivement, ce n'est pas de compétence ni de la ville ni de la métropole. Néanmoins, on peut quand même avoir un avis. C'est vrai que ça pose vraiment la question, je dirais, à la fois du résultat, qui est que fermer un établissement qui accueille des étudiants qui ont été en souffrance pendant le confinement et le Covid, c'est un parti pris, voilà, qui est tout à fait discutable parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des cas de détresse psychologique des étudiants il n'y a pas très très longtemps. Donc après là, c'est que 2 semaines, on n'est pas sur des périodes trop longues, mais voilà, ça peut poser cette question et ça pose un autre point sur la méthode. Et c'est pour ça que, en tout cas dans notre collectivité, on a vraiment fait le choix d'avoir plutôt un travail un peu collaboratif. Peut-être aller un tout petit peu moins vite, mais avoir le maximum de monde qui comprend, d'expliquer, voilà, d'entendre aussi à travers aussi les syndicats qui sont concernés. Oui, tout à fait. Je voulais vous interroger sur ça. Comment les mesures que vous avez prises au niveau de l'Eurométropole ont été accueillies par les agents, les administrés? Est-ce qu'il y a eu, voilà, effectivement un processus collaboratif? Comment ça s'est passé? Sur le plan de sobriété, donc on a organisé on a organisé un événement sur une journée pour présenter le plan de sobriété aux agents, pour faire remonter aussi ce qui n'allait pas. Ensuite, il y a eu toutes les instances, le CHSCT notamment, qui a permis de aussi voir quels étaient les éventuels blocages. Donc il y a plutôt eu une compréhension de part et d'autre. Et très très important à dire, il y a des échanges très réguliers avec, donc vraiment d'un point de vue plus technique, parce qu'on a des bâtiments, et ça arrive sans doute dans toutes les villes de France, où parfois le chauffage est tombé en panne, parfois en fait il fait beaucoup trop froid, parfois ça correspond pas à la réalité, donc il y a des ajustements, et ça c'est extrêmement important parce que on a encore vu que ça a fait l'actualité ce matin à l'Assemblée. Quand on a froid, on passe à un mauvais moment. Donc c'est un vrai sujet. C'est pas. Oui, effectivement, quand on préparait ces échanges avec vos équipes, vous nous avez vraiment dit décaler la période de chauffe en Alsace, même s'il a fait doux cette année, c'est pas anodin. Vous nous avez dit, on s'est caillé. Donc il n'y a pas eu finalement de défiance. Ça a été bien accueilli malgré la perte de confort. Claire. Ça a été plutôt bien accueilli. Après, on a eu des remontées sur des bâtiments vraiment spécifiques, plutôt techniques, où là, on avait eu des constats de température qui étaient un peu compliqués, où il y a eu aussi des chaudières qui n'étaient pas fonctionnelles. Donc ça a été intégré tout de suite. Mais là, il y a quand même une vigilance assez importante, parce qu'on est quand même dans quelque chose de nouveau. Donc on y va quand même... je pense avec doigté, parce que sinon on pourra jamais en fait aller plus loin, parce que là on a quand même des objectifs plus ambitieux encore à atteindre. Oui, justement, ça me fait passer à l'aspect du long terme. Je vois qu'on n'a plus beaucoup de minutes, mais la question du long terme, comment la stratégie de sobriété l'Eurométropole s'inscrit dans la continuité? Quels sont vos objectifs à 2030, 2050? Et surtout, quels sont les moyens? Ça représente quoi comme investissement finalement? Alors, sur ce point du long terme, je pense qu'il est quand même important de rappeler qu'on a un cadre réglementaire qui, en fait, nous impose à la fois la sobriété, mais on en a
On en a moins entendu parler dans le débat public les dernières années, et des réductions de consommation d'énergie qui impliquent elles-mêmes des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est quand même le but ultime. Pour ce faire, la ville et l'Eurométropole sont engagés dans une démarche et une labellisation européenne qui est portée en France par l'ADEME et qui s'appelle Territoire engagé pour la transition écologique. Donc on a été labellisé 4 étoiles sur 5 là en septembre dernier. Et en fait, il y a une année, excusez-moi. Et en fait, cette labellisation nous permet vraiment d'avoir un cahier de charge, d'être un guide pour remplir les objectifs du plan climat qui sont extrêmement ambitieux. Et aujourd'hui, je vois bien que dans les différentes villes de France, c'est extrêmement compliqué d'atteindre ces objectifs parce que ça nécessite des changements de fond structurels avec des moyens énormes. Donc ça, c'est l'objectif. Moins 40% de consommation d'énergie d'ici 2030 au minimum, sachant qu'on voit à l'échelle européenne que les objectifs sont rehaussés assez régulièrement dans l'optique de respecter les 1,5 degrés qui, à mon avis, seront largement dépassés, soit dit en passant. Sur les moyens, on a 2 piliers extrêmement importants à Strasbourg et dans l'Eurométropole. C'est la rénovation énergétique, 150 millions d'euros sur le mandat 2021-2026 pour rénover les bâtiments publics. Et sur les transports, 500 millions d'euros pour le déploiement des transports en commun, qui sont déjà assez denses en Alsace, mais là on va aller encore plus loin. D'accord. Voilà, tramway, bus, réseau cyclable, réseau express métropolitain dont on a entendu parler. L'objectif, c'est de créer vraiment des alternatives solides aux véhicules individuels. C'est ça l'objectif derrière ça? Absolument, et vraiment de renforcer l'existant, parce qu'on a déjà un certain nombre de pistes cyclables, de tramways, de bus, mais on va renforcer le réseau express métropolitain. Donc là, c'est le train avec la région Grand Est. Donc ça, c'est un très très beau projet qui démarre le 11 décembre et qui en fait va augmenter le cadencement. Je voulais quand même juste préciser qu'on a 50 millions d'euros d'aide pour la mise en place de la ZFE. Voilà, donc pour de la reconversion de véhicules, pour de l'achat de vélos, etc., etc. Parce qu'on voit bien que c'est un sujet extrêmement sensible. C'est un sujet explosif, je vous le confirme. Anne, je voulais avoir votre retour sur ce sujet. Est-ce que vous avez le sentiment que les villes, les collectivités en général ont bien pris conscience de ces enjeux de sobriété sur le long terme? Est-ce qu'elles ont les moyens aujourd'hui de s'engager dedans, alors que de l'autre côté, elles se retrouvent pour certaines étranglées par des factures qui deviennent astronomiques? Quel est votre point de vue, votre regard sur ça? Alors les collectivités, elles ont un rôle très clé. Alors déjà sur leur propre consommation d'énergie, dans les bâtiments, c'est ce qui a été dit, etc. Mais dans la mobilité des agents, mais aussi finalement dans ce qu'elle donne comme possibilité aux habitants. C'est-à-dire que sur la mobilité, par exemple, effectivement, développer des pistes cyclables, des équipements pour les vélos, des transports en commun qui fonctionnent, et en ce moment en région parisienne, on a quelques difficultés, développer des solutions en milieu rural, ça peut être du covoiturage organisé. Développer tout ça va permettre de donner des solutions de sobriété aux habitants, qui parfois ne se sentent pas à l'aise de prendre le vélo s'il n'y a pas les équipements. C'est-à-dire qu'il faut rendre la sobriété désirable quelque part. Exactement. Avec des vraies solutions. Exactement. Il faut que les solutions soient accessibles pour que chacun puisse les mettre en œuvre. Donc il y a à la fois l'exemplarité pour que chacun se chauffe effectivement à 19 degrés et puis les solutions alternatives, notamment pour la mobilité. Ça, c'est extrêmement important. Et puis après, il y a tout un enjeu d'imaginaire parce qu'on a quand même un imaginaire qui est beaucoup construit aussi avec la publicité, qui nous incite à consommer toujours plus. Et c'est pour ça qu'aussi avoir des panneaux publicitaires qui restent allumés, ça pose question alors qu'on demande à chacun de faire des efforts sur la facture énergétique et que globalement, c'est l'enjeu de la publicité qu'il faut questionner. Quel est le modèle de société qui est enviable? Est-ce que c'est finalement d'avoir toujours le dernier smartphone à la mode ou la dernière, la plus grosse voiture, puisqu'on est dans un système où on achète des voitures de plus en plus grosses? Ou est-ce que c'est finalement un mode de vie plus sobre, où on consomme plus local, des produits de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps et on favorise peut-être aussi le lien entre les personnes. C'est ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que ce qui nous manquait le plus, c'était peut-être pas le dernier produit à la mode, c'était plutôt les relations avec nos proches, notre famille. Et c'est ce changement aussi d'imaginaire qu'il va falloir construire
pour aller vers le long terme. Effectivement, il y a un long chemin à parcourir sur ça. Alors, nos échanges vont bientôt devoir se finir. Je voulais simplement mettre en avant une initiative qui a été lancée par le Conseil de développement de l'Eurométropole de Strasbourg, une instance indépendante. C'est une consultation en ligne sur comment collectivement, individuellement, on atteint cette sobriété sur le territoire. Ça me paraissait important peut-être dans cette logique, alors je sais qu'Anne, vous aimez pas trop ce mot d'acceptabilité, mais d'appropriation finalement de la question de la sobriété. On voit que ça a été quelque chose de très central dans le développement des ENR par exemple. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette initiative ? Oui, tout à fait. Très brièvement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci Très beaucoup. brièvement, donc le Conseil de développement, qui est une instance institutionnelle rattachée à la collectivité, qui est d'ailleurs une instance obligatoire, néanmoins, en fait, est constituée de membres complètement volontaires qui émettent des avis. Donc on peut écrire ce qu'on veut dans les avis, on peut ne pas être d'accord avec la collectivité. Et en fait, ce sujet qui a été lancé, c'est celui du développement des énergies renouvelables et de la sobriété. Donc on aura les résultats en janvier 2023 et l'idée c'est de s'appuyer sur cet avis pour réviser notre schéma directeur des énergies. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un gros sujet, le développement des énergies renouvelables, l'acceptabilité, mais aussi la compréhension des enjeux de ce que ça représente. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été compris de manière un petit peu agressive et très rapide, mais c'est bien de rentrer dans le détail et de s'approprier le sujet à une échelle plus locale. Et vous avez le sentiment que les gens se sont appropriés le sujet ? Il y a beaucoup de participation sur cette consultation en ligne ? Alors, d'après les chiffres dont je dispose, il y a 12 000 participants à ce jour. Donc, on était parti sur un objectif de 10 000. Donc, voilà, plus de monde que prévu. Moi-même, je suis étonnée parce que c'est un sujet qui peut être parfois un peu technique. Donc, l'idée, c'est de rendre aussi le sujet un petit peu plus accessible. On voit qu'effectivement, ça devient un sujet pour tous et dont tout le monde s'empare. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci pour ce témoignage, cet éclairage et ces points de vue. Vous retrouvez tout de suite César Armand pour parler des Jeux 2024. Au revoir et à bientôt sur la tribune.